Je pense que ça a dû commencer. Ouais, on m'entend. Je ne sais pas si on m'entend. Ouais. J'arrive, je vais demander à… Ouais. C'est vrai que c'est ça. Les joies du direct, voilà. c'est commencé. Bonjour à tous. Écoutez, j'espère que vous nous entendez bien. On a eu un peu quelques soucis techniques, mais ça semble réglé. Donc, je suis avec Olivier Lapoix, donc Jean-Claude Delgène, président fondateur de Technologia. Olivier qui est spécialiste, expert en matière d'environnement. Donc, nous allons tenir cette conférence. Nous avons en fait la volonté vraiment d'avoir un échange avec vous. Ce n'est pas simplement descendant. On est là pour vous permettre de peut-être poser des questions, d'être dans une logique interactive avec vous. C'est ça qui nous intéresse vraiment. Donc, nous allons rendre compte d'une grosse étude que nous avons menée avec France Inter et avec le groupe EBRA. Alors, EBRA, c'est un groupe que vous connaissez peut-être tout au moins de nom, mais vous connaissez certainement plus sûrement les journaux qui composent ce groupe, Dernières Nouvelles d'Alsace, l'Est républicain, Le Progrès, etc. Il y a une dizaine de journaux quotidiens régionaux qui sont dans ce groupe. Et donc, ce groupe a travaillé avec nous aussi pour mener cette étude qui avait pour ambition, comme vous le savez peut-être, de faire un point précis à un moment donné de là où on en était dans la mise en œuvre d'actions en faveur de la lutte contre la dérive climatique. Mais ces actions étant vraiment analysées à partir du spectre de l'entreprise. En clair, qu'est-ce que font les entreprises aujourd'hui en matière de prévention pour éviter le dérèglement climatique? C'est ça l'idée. Voilà. Donc, on a borné en fait cette étude au sein de l'entreprise parce que ça n'avait jamais été fait. Il n'y avait pas eu, on a eu beaucoup de déclarations d'ordre théorique, des constats très précieux sur le plan scientifique pour voir concrètement où on en était au niveau, je dirais, du dérèglement climatique, mais il n'y avait pas eu encore une analyse, disons, précise sur la prise en charge par les entreprises de cette action fondamentale pour la préservation du climat. Voilà, donc nous sommes amenés donc ici à vous rendre compte de cela et à espérer bien sûr avoir de votre part des commentaires. Donc cette étude est basée sur deux choses. La première, c'est une approche par questionnaire. On a à peu près 2000 personnes qui se sont connectées. Elles n'ont pas toutes rempli complètement le questionnaire, mais globalement, on a quand même beaucoup de matière. Et puis, on a fait des entretiens complémentaires, en particulier en direction des directions d'entreprise, pour mieux appréhender ce qui était fait au niveau des entreprises, parce que dans notre questionnaire, on va le voir, il y avait un certain, une moins de réponses par rapport aux directions. Alors, notre objectif, je le précise tout de suite, ça a été de donner la parole aux élus du personnel d'un côté, aux directions de l'autre. Pourquoi? Parce que cette méthode permet d'être sûr qu'il n'y a pas d'un côté d'euphémisation, c'est-à-dire de minoration des problèmes, et puis de l'autre côté, ça évite aussi d'avoir une exagération, une stigmatisation. Quand on confronte une approche convergente, on approche de la réalité. Et c'est ça ce que nous avons fait. Je pense que ça a pas mal marché parce que ça a y compris permis un débat et ça permet de mettre en évidence certaines réalités, certaines insuffisances, certaines réussites aussi. Et c'est ça qu'on va discuter avec vous. Alors après cette longue introduction, je vais en fait avancer rapidement. Donc, comme vous le voyez, on a un objectif assez rapide aujourd'hui, puisque si on prend sur l'année 2030, l'on doit absolument réduire
les gaz à effet de serre pour éviter des dérives qui peuvent être extrêmement coûteuses à terme, puisque à un moment donné, il peut y avoir des effets d'emballement au niveau climatique avec des dérèglements qui pourraient être extrêmement préjudiciables. Hein. Bon, je reviens pas sur tout ce qui a été écrit, y compris le dernier rapport du GIEC qui montre que on est dans une situation d'urgence quasiment absolue aujourd'hui, dans les 3-4 prochaines années, où il est nécessaire vraiment d'agir pour éviter une situation de non-contrôle que l'on subirait. Et si on agit, on peut quelque part limiter
Le document. Voilà, on a relancé, puis on a... Document à droite. C'est bon, là? Bien. Vas-y, voilà. Donc, on a été à la traduction sur la deuxième partie. La demande a été envoyée. C'est bon. Dorothée, c'est bon. Bon. C'est bon, donc on reprend, je pense. Oui, tout à fait. Désolé de cette coupure qui ne dépend pas de notre volonté. Donc, nous avons précisé en fait pourquoi nous avions mené cette étude, en espérant qu'on va pouvoir aboutir. Par ailleurs, je laisse peut-être Olivier expliquer toutes les modalités juridiques qui ont changé au cours de la dernière période. C'est bon? Oui, donc je vais faire un parallèle avec tout ce qui concerne prévention, santé, sécurité, conditions de travail. Parce que là, on voit qu'il y a un certain nombre de lois qui sont parues 2015, qui donnaient, avec les accords de Paris, des objectifs de neutralité carbone à 2050, et qui donnaient aussi des feuilles de route par type d'industrie, qui sont fortement émettrices de CO2. Enfin, de carbone, pardon. Oui, carbone, CO2. 2017, alors ça, c'est un élément important, le devoir de vigilance, avec quelques avancées encore dernièrement sur les lanceurs d'alerte. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais il y a des avancées assez significatives dans le domaine des plans de vigilance, où on est complètement dans des actions de prévention pour prévenir un certain nombre de dommages à l'environnement, mais aussi au niveau social. Pour les entreprises, une obligation des plans de vigilance pour les entreprises de plus de 5 000 salariés en France et 10 000 salariés ou 10 000 salariés dans le monde. 2019, des éléments intéressants qui permettent aux entreprises d'inscrire vraiment dans leur raison d'être des engagements sur la préservation de l'environnement, des engagements sociaux aussi. Et puis 2021, la loi climat qui a un impact conséquent sur les représentants des salariés, le dialogue social plus généralement. Bon, je vais avancer rapidement sur les modalités de l'étude, on l'a déjà vu. Donc, nous avons compris, j'ai présenté cela. Donc, l'idée, la structure des répondants est assez intéressante puisqu'on a globalement à peu près un équilibre entre les femmes et les hommes. On a peu de jeunes, mais c'est normal parce que les jeunes sont peu implantés encore en termes de représentation syndicale, mais globalement, tous les âges sont en fait représentés. Vous avez donc, on va aller directement à ce que montre l'étude. Nous sommes dans un attentisme de la part du top management. On avait pris l'idée, en ce qui nous concerne, d'un train qui était bien huilé avec les wagons. Là, c'est en fait globalement l'ensemble des salariés et qui sont disposés à avancer pour permettre une réalisation collective. Et puis, en fait, on voit que en fait, la locomotive ne se met pas en marche. C'est ce que nous avions pris comme image. Donc, on est dans un attentisme de la part du top management, en dépit de la nécessité d'agir, en dépit de la volonté de faire, on voit qu'il y a peut-être une trop grande complexité à agir et que cette transition n'est pas encore réellement programmée. D'ailleurs, lorsque nous avions mené l'étude, nous avions demandé à ce qu'il y ait vraiment une planification nationale, région par région, par département, par grand secteur d'activité, pour pouvoir maîtriser cette évolution indispensable et qu'elle s'impose aussi aux entreprises. Donc, on est dans une situation aujourd'hui où globalement, la grande majorité des entreprises, des directions ont compris qu'il y avait un problème, veulent faire, mais pour l'instant, on n'est pas vraiment passé au niveau national aux actes, je dirais, pour le mener. Voilà, donc chez les élus du personnel, ce que l'on constate, c'est ce que l'on dit, c'est qu'il y a beaucoup de volonté de faire. Il n'y a pas d'action collective organisée, donc on se retrouve dans une situation où ce sont les individus eux-mêmes, par autodiscipline,
qui développent des actions individuelles. Voilà, donc ça, c'est la première chose. La seconde chose que l'on constate aussi, c'est qu'il y a une crainte, en fait, en ce qui concerne les emplois verts qui ont été, en fait, proposés, avancés depuis des années, mais qui n'arrivent pas. Et donc, les élus du personnel redoutent que les actions entreprises en matière d'environnement puissent porter atteinte à l'emploi. Je crois que c'est le vrai problème aujourd'hui qui bloque aussi cet engagement en faveur de la transition écologique. La transition écologique ne pourra pour nous se faire qu'à la condition qu'il y ait une véritable transition sociale. Voilà, donc on est dans une grande prudence, tant du point de vue des directions que du point de vue des élus du personnel, qui tourne un peu à la schizophrénie, parce que chacun comprend qu'il faut y aller, et puis il y a la prudence, il y a la crainte qui fait qu'on n'y va pas vraiment, tout en y allant, parce que malgré tout, on culpabilise. Hein, donc, on développe des actions un peu individuelles. Donc, c'est une situation qui est, très problématique, avec des freins à l'action qui doivent être levés rapidement si on veut, avancer sur ces affaires. Voilà. Donc, vous voyez, donc les engagements sont en fait réduits pour l'instant à des gestes un peu individuels et il y a très peu d'actions collectives. Hein. Donc, et là, la nécessité est de comprendre qu'on ne peut pas y arriver au niveau des entreprises comme du reste de la nation s'il n'y a pas un grand élan collectif, s'il n'y a pas un engagement national en faveur de la limitation des gaz à effet de serre dans notre pays, mais aussi bien sûr dans les autres pays, puisque là, en fait, ce que l'on voit, c'est que la communauté humaine est embarquée dans le même bateau, hein, c'est-à-dire la préservation de la planète pour arriver à éviter les conséquences d'un dérèglement qui peuvent être dramatiques. Alors, on a essayé de comprendre justement la question en posant en fait le problème, à savoir est-ce qu'il y a un investissement dans votre entreprise qui met en fait en balance l'emploi? Est-ce que vous seriez pour cet investissement, un investissement pour préserver l'environnement, mais qui aurait des conséquences sur l'emploi? Et on voit qu'on est dans une balance de 33-67. Vous voyez, c'est-à-dire que les gens sont pour préserver l'emploi contre l'environnement. Et puis, on pose la question sur le plan personnel. Par exemple, un projet près de chez vous qui va avoir des conséquences en matière d'environnement, eh bien, les gens sont contre le projet parce que en fait, ils veulent préserver leur environnement. Donc, on voit bien qu'il y a un nœud quelque part entre l'emploi d'un côté, l'environnement de l'autre, et que cette question doit être réglée par une pédagogie, par une action mettant en évidence aussi que la transition écologique peut créer de l'emploi. Mais on voit bien l'importance du problème. Alors, on a listé toutes les actions comme ça, vous les retrouverez si vous demandez cette étude, ce qui permet de situer en fait globalement les attentes. Hein. Donc, bon, je ne vais pas les résumer, mais globalement, on a pas mal d'actions et de moyens qui sont d'ores et déjà mobilisés, même si c'est encore insuffisamment pour aller contre une dérive climatique. Donc, les tendances sur la faisabilité, nous les avons traitées. Alors, il y a des idées qui sont apparues assez intéressantes, hein, en particulier au niveau des IRP. Une première idée, c'est d'inscrire des objectifs très précis avec des règles de fonctionnement, avec des bonnes pratiques dans le règlement intérieur. La deuxième, c'est d'aller vers de la signature des accords collectifs. Et la troisième, c'est assez novateur, c'est de signer un accord d'intéressement intégrant ces objectifs en matière de lutte contre les dérives climatiques pour favoriser justement une action collective en intéressant tout le monde à cette action. Donc, ça, ce sont des points de vue qui ont été avancés par les IRP et qui sont assez contraignants et que très certainement, il faudrait mettre en place. Alors,
quelques éléments justement dans les marges, dans les leviers qui peuvent être utilisés par les élus. Alors pour négocier, il faut être deux, hein. Donc il faut que les élus et les directions aient la volonté de négocier. Le contenu de la base de données économiques, sociales et environnementales. Pour information, les décrets sont parus, enfin le décret est paru il y a 2 jours sur ce fameux contenu, la fameuse dixième rubrique de BDESE, pardon. Donc vous aurez, si vous allez, on pourra, si vous voulez, fournir ces éléments qui intègrent 3 parties, hein, la politique générale en matière environnementale de l'entreprise, l'économie circulaire et le changement climatique. Voilà, donc les élus, sous réserve que la BDESE soit suffisamment remplie, vont avoir normalement accès à un certain nombre d'informations et peuvent négocier le contenu de cette base de données. Le contenu des informations consultations récurrentes, là aussi, dans les informations consultations récurrentes, il y a un champ particulier qui peut être étudié. Par exemple, je pense à un élément important, la politique stratégique de l'entreprise avec les répercussions sur tout ce qui est emploi, formation. Dans tout ce qui est préservation de l'environnement, on se met dans une dynamique plutôt à moyen terme. Donc, on sort un petit peu du court terme qui est parfois l'apanage du dialogue social dans les entreprises. Donc là, on doit prendre un petit activer le micro. Est-ce que vous nous entendez là? Encore un petit bug, nous sommes désolés. Là, c'est bon pour vous ou pas? Ok, donc normalement c'est revenu. Donc maintenant c'est revenu. Alors, nous allons retourner le document. Hop, je pense qu'on était là. La demande a été envoyée. Oui. Ok. Désolé pour cette nouvelle interruption. Donc, on parlait des aspects au niveau des primes, d'épargne salariale, épargne retraite aussi, des fonds qui peuvent être investis dans tout ce qui a trait à la protection de l'environnement, mais aussi d'autres éléments sur la qualité de vie au travail. Dans le cadre de ces négociations, on peut travailler sur les modes de déplacement doux, etc., etc. Mais aussi l'accord télétravail. Enfin, vous avez en tant que représentant des salariés un certain nombre de champs de négociation dans lesquels vous pouvez investir
sous réserve que pour négocier, il faut être 2, que vos directions soient tout à fait partantes. Voilà. Alors, la question qui nous intéresse, c'est comment faire pour avancer, pour arriver à, y compris, favoriser des actions concrètes. Donc, on voit que la nécessité qu'il y a au sein des entreprises de mettre en place ce qu'on appelle une intelligence collective, c'est-à-dire d'associer tous les acteurs pour que chacun des acteurs, à son niveau, agisse pour pouvoir remonter les éléments pour réduire ces gaz à effet de serre. Donc, ça ne peut pas être en fait simplement vertical vers le bas. Il y a nécessité vraiment à la fois d'avoir une communication descendante, ascendante et y compris horizontale. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective. Ensuite, deuxièmement, il y a nécessité d'équiper partout où on peut. On a des possibilités d'équiper en mettant des compteurs d'énergie pour aller voir si on est bien, si il y a des fuites, comment l'énergie est utilisée au mieux. Donc, en particulier dans les milieux industriels, c'est totalement possible de vraiment renforcer fortement le contrôle pour éviter les pertes en ligne. L'aspect nécessite au programme, à l'optimisation. Il y a énormément de gaspillage en matière d'énergie qui pourrait être traité, gaspillage qui suppose de revoir l'ensemble du process de production. De même, on peut arriver en s'inspirant de ce que font à l'étranger pas mal d'autres pays. On peut, par exemple, utiliser par exemple les eaux usées comme en Algérie dans la sidérurgie pour faire en sorte de favoriser le refroidissement aux fourneaux. On peut au Venezuela, on a donné 2 exemples, mais il y en a bien d'autres, traiter l'eau pour la réutiliser de manière industrielle. Dans d'autres pays, en particulier dans les pays du Nord, on voit qu'il y a eu des avancées conséquentes en ce qui concerne la géothermie. Dernièrement, d'ailleurs, en France, on constate, c'est le cas par exemple d'Optip 2000 dans la région parisienne qui a investi 3 millions d'euros pour mettre en place un système pour son siège social qui permet globalement une sensible réduction des gaz à effet de serre et globalement d'assurer à peu près 50 à 60% de son énergie annuelle. Globalement, l'investissement est intéressant parce que il permet à la fois de satisfaire à une logique de préservation de l'environnement, mais aussi économique puisque l'entreprise fait 70 000 euros d'économie à l'année avec cet investissement, ce qui lui permet d'avoir un payback, comme on dit, d'avoir un retour sur investissement. Donc, c'est un cercle vertueux. Tout ça pour dire que la lutte contre l'environnement, contre la dérive climatique n'est pas forcément coûteuse pour l'entreprise, qu'elle peut y trouver des sources intéressantes en matière d'économie. Même si ça ne doit pas être, je dirais, le moteur, mais globalement, on voit qu'il y a des solutions techniques qui favorisent, je dirais, les spirales vertueuses, en fait. C'est-à-dire, on investit, on a un retour sur investissement et en plus, on a la préservation de l'environnement. Ça, c'est très intéressant. Enfin, quelques idées. On voit que dans certains pays, on utilise je dirais, l'eau usagée, l'eau des égouts, pour aller chercher la chaleur. Il y a un différentiel de chaleur très intéressante de 30 à 40 degrés que l'on peut capter par des systèmes et récupérer cette énergie et cette chaleur c'est un peu comme de la géothermie, mais c'est ce qu'on appelle la cloacothermie. C'est un terme un peu, comment dire, un peu significatif tout au moins, et qui permet, encore une fois, là, on pourrait largement chauffer une partie des villes rien qu'en récupérant cette eau des égouts, cette eau usagée,
en allant chercher cette chaleur avec des mécanismes de transfert de chaleur. Et enfin, dernière chose très importante, nécessité dans cette lutte contre les dérives climatiques de vraiment surveiller la question de la propreté, hein, comme on vous met les 5 règles japonaises, hein, donc éliminer l'inutile, ranger l'utile, tenir propre, rendre tout visible. Et c'est comme ça que l'on peut, avec cette logique, éviter à la fois des accidents et à la fois du gaspillage, parce que tout est très clair. Voilà. Donc j'avance un peu pour… alors, des aspects qui sont aussi importants, c'est l'isolation des bâtiments. Alors, cette action d'isolation des bâtiments est intéressante. Elle a été vraiment plébiscitée par les élus du personnel. Pourquoi ? Parce que tout simplement, elle est à la fois susceptible d'améliorer le confort des salariés, ça c'est une chose. Deuxièmement, elle est susceptible de créer de l'emploi, hein, parce que ça tire véritablement l'emploi en proximité. Et troisièmement, bien entendu, elle est très plébiscitée aussi parce qu'elle permet de limiter le gaspillage de l'énergie, les pertes d'énergie. Voilà. Deuxième aspect, bon, comme on l'a vu, la géothermie, la claothermie, mais il y a aussi peut-être nécessité donc de peut-être être vigilant sur le chauffage. Hein. Si on baisse d'1 ou 2 degrés, ça modifie pas forcément le confort de vie, et pourtant ça a des conséquences sur, je dirais, la planète. Hein. Troisième aspect, réduire les déchets, hein, donc éviter les consommations d'emballage et de papier, et favoriser le compost pour les déchets organiques. Hein. Alors on le voit par exemple dans la restauration collective aujourd'hui, il y a des sociétés qui ont mis en place à la fois donc une économie circulaire de proximité et qui limitent au maximum donc à la fois les emballages et y compris les les déchets en les recyclant. Donc ça c'est aussi quand même très intéressant parce qu'on récupère les déchets pour réalimenter le processus de production d'une manière vertueuse en évitant les engrais. Enfin, troisième aspect qui est très important, c'est le recyclage des déchets. On a donné un exemple sur Airbus où l'employeur, c'est pas la 320, c'est la 380, peu importe. Mais voilà, on arrive aujourd'hui avec de l'huile de recyclage. On a réussi à faire décoller des avions. Vous voyez, donc avec de l'huile de friterie, c'est quand même c'est incroyable. Voilà, donc Attention. Ok. Alors, deuxième aspect, c'est travailler avec les ressourceries, c'est-à-dire de recycler tout ce qui est en fait possible de faire. Hein. On a là-dessus beaucoup de choses qui se font. Il y a des entreprises informatiques, par exemple, qui se développent sur ce créneau-là, qui récupèrent les matériaux. Ça, c'est intéressant. Deuxième aspect, bon, là, je l'ai expliqué, mais la transformation des bâtiments pour équiper en captation d'énergie solaire, et puis bien sûr assurer une meilleure maîtrise des process pour limiter les dépenses d'énergie. Là, il y a nécessité d'avoir de ce point de vue-là un renforcement de l'usage de l'électricité. Comme vous le savez, en France, alors il y a la question du nucléaire, mais il y a quand même de l'hydraulique et du nucléaire qui permettent d'avoir une énergie décarbonée. Alors même si le GIEC ne s'est pas vraiment prononcé sur la question du nucléaire, il a surtout demandé l'arrêt aujourd'hui du charbon, l'arrêt du pétrole et du gaz, qui sont ces sources, je dirais, principales d'émissions de gaz à effet de serre. Dans les temps qui nous sont impartis, c'est peut-être compliqué d'aller vers une transformation plus importante de dispositifs énergétiques que nous avons en France et qui permet malgré tout d'être un bon élève au niveau international, puisque la France est un des pays qui émet le moins aujourd'hui du fait de son système de production d'énergie électrique de gaz à effet de serre au niveau tout le moins européen. Voilà. Donc, l'idée, hein, donc, c'est y compris de voir qu'il y a pas mal de choses qui se font, hein, même si c'est encore insuffisant. Il y a un début, en particulier sur certaines entreprises. On a recensé à peu près 200 projets
que le ministère des Finances, je dirais, aide d'une manière directe ou indirecte avec cette volonté de vraiment faire en sorte, en débloquant près de 6 milliards d'euros, que ces premiers pas deviennent la règle générale pour l'ensemble des entreprises françaises. Le rôle des élus est très important parce que les élus peuvent être à la fois des vigies, des acteurs, et ils disposent désormais de beaucoup plus de moyens pour faire en sorte d'avancer sur cette transition écologique. Alors, il est évident que l'idée, c'est d'arriver à faire en sorte que les élus du personnel se mobilisent sur ces questions. Je pense que ce qui est important, c'est que aujourd'hui, on ne peut pas échapper au débat. Pourquoi? Parce que d'une manière ou d'une autre, il y a soit les consommateurs qui peuvent poser des questions, il y a soit les gens qui vont regarder l'entreprise, soit pour y rentrer, soit pour, je dirais, la quitter. Hein. On voit par exemple dans les questions que nous avons posées que les salariés sont dans une large majorité disposés à quitter une entreprise qui ferait par exemple du greenwashing. Donc là, il y a une très large majorité de gens qui sont prêts à quitter l'entreprise, à se barrer d'une entreprise qui ferait du greenwashing. Deuxièmement, on a vu qu'il y a une très large majorité, à plus de 80%, de personnes qui refuseraient d'aller travailler dans une entreprise qui sont là même ne prendraient pas ses responsabilités. Donc, on voit bien que il y a une très forte attente de la part des consommateurs, de la part des citoyens. Il y a une très forte attente au sein des salariés et y compris au niveau du CSE. Désormais, il va y avoir un débat parce que le CSE commence. Nous, on le voit, hein, on a un grand nombre d'élus du personnel qui se mobilisent sur ces questions, qui en fait posent des questions au niveau du CSE, qui commencent à nommer des experts comme nous, par exemple, mais pas que nous. Il y a pas mal de gens qui travaillent sur ces questions pour aller questionner, par exemple, les démarches en matière de bilan carbone, etc. Donc, on voit qu'il y a une dynamique, une dialectique positive qui est en train de se mettre en place et qu'il faut absolument renforcer. Et je crois que c'est très bien que les directions d'entreprise se soient challengées ainsi, soient questionnées ainsi par les élus du personnel, par leurs salariés, par y compris les consommateurs. C'est ainsi qu'on n'évitera pas le problème parce qu'on ne peut pas continuer à mettre la poussière sous le tapis. Il faut vraiment traiter les questions et on voit qu'il y a bien sûr des projets qui sont en cours, mais on voit aussi qu'il y a quand même des freins à l'action qu'il faut surmonter. Voilà, donc je laisse la parole là à Olivier. Je pense que vous devez connaître les différentes, lois et puis l'impact de la loi climat sur vos je vais y arriver. Pardon. Donc il y a un certain nombre d'intégration dans le code du travail des conséquences environnementales de l'entreprise, des décisions prises par la direction. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, vous aurez les slides, que ce soit au niveau des consultations dites récurrentes. J'insistais tout à l'heure sur les aspects, tout ce qui est orientation stratégique. Je pense que c'est vraiment un des points d'entrée. Un autre point d'entrée, tout ce qui est éco-financier, dans lequel on va aller plutôt dans des aspects sur des investissements. L'entreprise investit-elle? Quelles sont les contraintes? Quelles sont, etc. Donc ça, c'est vraiment parce qu'il y a plusieurs dynamiques derrière tout ça. Hein. Il y a la dynamique, on va subir un certain nombre de nouvelles réglementations. On va subir, avec les impacts qu'il peut y avoir au niveau social, au niveau économique, etc., tous les impacts au niveau d'entreprise, on risque de subir un certain nombre de choses. Qu'est-ce que l'on fait pour anticiper? Je reviens toujours sur cette notion d'anticipation et de traitement. Il y a quelques années, au début de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, il y a une vingtaine d'années, on parlait de chaud et de froid. C'est bien d'essayer d'être un peu plus dans des secteurs où on est à froid, on raisonne à froid. Mais aussi sur la politique sociale, conditions de travail et emploi, qui elle aussi, en termes d'information, consultation, peut être challengée au regard des impacts de l'entreprise sur l'environnement, des décisions de l'entreprise sur l'environnement et bien sûr les impacts sociaux.
Alors, mais aussi, ah oui, ça c'est important, en tant qu'élu, pour les personnes qui sont élues, qui sont représentants des salariés, eh bien, il a été intégré la possibilité de se former aux questions environnementales. Des outils, alors, pardon, il y a un slide qui a sauté, sur tout ce qui est, on parlait du récurrent, mais aussi du ponctuel. Exemple, information, consultation ponctuelle. Vous avez un déménagement, bah, vous pouvez questionner votre direction sur un certain nombre d'impacts, l'impact du déménagement sur les temps de transport, bien sûr, mais aussi les modes de transport utilisés, etc., etc. Donc, là, on est vraiment dans une dynamique qui est intéressante. Je reviens là-dessus sur des notions d'impact. Et ça, c'est quand on questionne une direction, par exemple, lors d'un plan de sauvegarde de l'emploi, eh bien, normalement, il y a un certain nombre d'angles sur les aspects sociaux, sur les aspects en termes d'évolution des compétences, etc., etc. Ben là, l'angle d'environnement peut chapeauter un peu tous ces éléments-là. Quelques outils qui sont à votre disposition, l'alerte en matière de santé publique et d'environnement. Je vous ai parlé aussi de tout ce qui est devoir de vigilance, mais aussi les lanceurs d'alerte, avec dernièrement encore quelques avancées sur les lanceurs d'alerte. Le mois dernier, je crois, la loi qui permet aux lanceurs d'alerte d'avoir un peu plus de protection est parue. Donc, je vous incite à aller voir ces sujets-là, qui sont très importants et très intéressants. Des commissions aussi, donc on peut agir au niveau de dialogue social, donc sur les aspects. C'est bon. Alors, nouvelle interruption, document. On commence à connaître là, le système. Hop, je ne sais plus où on était. C'est bon, là. C'est bon là? Ok. Je pense qu'on en était là. Vos demandes ont été envoyées. Ok, oui. C'est tout bon. Donc, je vais être plus court. Donc, entre 10 et 11 milliards d'euros pour les activités sociales consacrées aux activités sociales et culturelles. Bah, vous, en tant qu'élu, bah, vous pouvez vous saisir de ces sujets. Il y a un bon nombre de CSE qui sont déjà saisis de ces sujets et, par exemple, mettre en place des commissions spécifiques. Voilà. Vous aurez quelques exemples de raisons d'être de commissions, soit environnement, soit développement durable, soit RSE. Alors, en fait, quelques éléments d'intérêt pour vous montrer l'intérêt de cette étude, hein, puisqu'on a été repris donc par France Inter. On a donc 4 millions d'auditeurs qui ont écouté l'émission. Il y a en fait le groupe EBRA, donc les 9 titres de la PQR, à peu près 1 million de lecteurs. Voilà, donc il y a eu beaucoup de retombées. Bon, je suis vraiment désolé des conditions de cette, comment dire, technique de ce webinaire qui, malgré tout, joue donc dans la forme sur le fond. Mais voilà, donc on a essayé de faire au mieux pour vous rendre compte de cela. Vous pouvez effectivement télécharger, y compris voir tous les papiers qui sont sortis. Hein, vous voyez, ils sont nombreux, je vous les remets là. Bon, pour vous dire qu'il faut continuer dans cette préservation, en fait, dans l'action collective, salariés, dirigeants, et du personnel, enfin tous ceux qui veulent faire en sorte que aussi au sein de l'entreprise, que je crois que l'entreprise est intéressante comme terrain d'action parce que c'est un des endroits où on peut vraiment planifier des actions sur le long terme et aider, y compris à une prise de conscience pédagogique, en fait. Hein, voilà. Donc, vous pouvez retrouver aussi un certain nombre de papiers qu'on a publiés sur le miroir social, hein, on vous les donne là, qui permettent, y compris, de connaître
faites mieux la question. Voilà. Donc, si je puis vous interrompre, on a une question de Jean-Michel qui pose la question sur quel budget les élus peuvent se former sur les notions environnementales. Bien sûr, alors, par contre, il y a un écho là. Au niveau des budgets, vous avez des budgets dits de fonctionnement. Alors, il y a un autre terme aussi sur lequel que vous pouvez utiliser justement pour vous former dans les différents domaines. Après, nous, en Technologia, on a développé une formation qui est une formation à tiroir qui vous permet d'avoir un premier niveau d'information. Puis, si par exemple, vous voulez aller un peu plus sur quelles sont les obligations de mon entreprise, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a des modules spécifiques qui peuvent se développer sur un, voire plusieurs jours. Voilà, donc prenez vos budgets de fonctionnement. C'est important. Ça fait d'ailleurs partie dans l'étude des éléments qui étaient que les élus avaient, représentants du personnel avaient relevé, c'est qu'ils avaient des besoins de formation importants et d'accompagnement. Oui, parce qu'en fait, on est confronté à une situation complexe, il faut dire les choses comme elles sont. Il faut essayer de bien comprendre quels sont tous les déterminants qui peuvent aboutir à une augmentation des gaz à effet de serre. Ayant compris cet aspect, il faut comprendre quels sont les leviers d'action, les marges de manœuvre, les leviers de pouvoir pour les élus du personnel, qui sont nombreux. Il faut encore une fois bien comprendre qu'on a maintenant désormais la possibilité de faire en sorte que l'entreprise, par le biais des élus du personnel, se mobilise. Donc, allez-y, vous avez des moyens, il faut vraiment vous former, vous sensibiliser à ces actions-là et pouvoir dégager, si vous en avez bien entendu la volonté, des actions concrètes, de suivre des actions concrètes au sein de votre entreprise, voire d'initier, de proposer des actions concrètes. Encore une fois, on les a dit, il y a énormément d'innovations possibles qui peuvent être mises en place au sein de votre entreprise d'une manière très réaliste, très opérationnelle. Il faut simplement veiller à ce que ça soit fait en posant les questions de manière très précise et vous pouvez agir. Peut-être qu'il y a d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions. Moi, je voulais juste reprendre quelques éléments quand même sur le fait de la nécessité de prise de recul, d'une part, qui n'est pas toujours très évidente dans le champ du dialogue social, mais c'est une occasion importante de pouvoir réfléchir au niveau de l'entreprise sur un certain nombre de points. Par exemple, on parlait des flux, les intrants, les sortants. Quels sont les impacts de tel type d'intrants, quels sont les impacts de tel type de sortants, ce qu'émet l'entreprise. Mais aussi les aspects d'emploi et d'évolution des emplois. Donc, on est vraiment sur des champs dans lesquels cette approche-là, que je mets en parallèle avec l'approche sécurité, santé, sécurité, conditions de travail, et Technologia sur ce sujet est quand même depuis très très longtemps en avance et très bien positionné sur ce sujet-là. Je mets en parallèle avec cette dimension et cette approche en termes de prévention, mais aussi d'action concrète sur ces sujets. Voilà, ça c'est, je crois, 2 points très très importants. Et vous avez, c'est sur des moyens, ça veut dire aussi prendre le temps, ce qui n'est pas toujours très évident, mais essayer de prendre le temps. Il va y avoir des renouvellements des CSE, prendre le temps un temps de réflexion par rapport à aux nouvelles équipes, au renouvellement des équipes, pour se dire, est-ce que dans mon entreprise, ces sujets-là, est-ce qu'on a un premier niveau de connaissance? Quels sont les points sur lesquels on peut avancer? Il y a la volonté de faire, FAIRE, et il y a une volonté de faire, FER. Je pense que c'est importante. Voilà. Écoutez, donc, je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions. On est vraiment désolé des conditions techniques qui nous ont été imposées. On en tiendra compte pour l'avenir, je pense. Et puis, on vous souhaite une bonne journée à tous, en espérant que vous avez été intéressé par le fond de cette étude, que vous pouvez bien sûr retrouver, qu'on peut vous envoyer. N'hésitez pas à revenir vers nous et à agir, bien sûr, tous en conscience pour éviter de laisser une planète aux générations futures qui sera invivable. Voilà, donc à bientôt et bon courage à vous. Au revoir. Merci à vous. Merci. Qu'est-ce qu'on fait ?